Je pense qu'à ce moment-là, on était beaucoup à avoir ressenti les mêmes sensations. On venait à peine de démarrer cette série qui adaptait un jeu vidéo, semble-t-il. Ok. Et peut-être que vous l'attendiez, vous. Peut-être que vous étiez un fan de LoL. Peut-être que vous aviez suivi toutes les news autour de ce projet, de la part de Riot Games. Peut-être même que vous l'aviez vu, vous, cette animation test, ce combat entre Vi et Jayce. Mais nous, on n'a rien vu venir. Format 16/9, particules de synthèse qui sont plus ou moins nettes à la caméra, esthétique picturale impressionnante dans les détails des textures d'un bâtiment, d'une armure, d'une coupe de cheveux. Un jeu d'éclairage extrêmement soigné, léché, qui vise à faire de chaque plan d'Arcane un véritable tableau de maître. Donc, seulement après 20 secondes de visionnage, ce que je me suis dit, et ce que la plupart d'entre nous nous sommes dit, c'est que cette série, c'est pas qu'on va la regarder, c'est qu'on va la détruire, on va l'instant kill. Et on n'avait pas tort. Arcane, c'était pas une série d'animation comme les autres. Ça ne ressemblait même pas à une série d'animation comme les autres. Ça ressemblait pas aux autres séries d'animation occidentales, ni même à un animé japonais. En fait, quand tu regardes Arcane, et surtout quand tu binge-watch Arcane, t'as l'impression d'avoir regardé un grand film de cinéma. Je sais qu'à ce stade, vous êtes sûrement en train de vous demander quel est le rapport avec le sujet du jour, Motive. Bah j'y viens. À l'époque, Netflix avait vraiment dégommé la tirelire. En collab avec Riot Games, ils ont déboursé pas moins de 65 millions de dollars pour 6 petites heures d'animation, ce qui est un montant totalement ridicule. Totalement ridicule parce que 10 fois plus élevé que n'importe laquelle des autres séries d'animation que vous aurez pu voir dans votre vie. Et ce qui a résulté de ce craquage, c'est Arcane, une série qui a scotché toute la planète, une série qui est suracclamée, bardée de récompenses, et surtout une série qui s'est quasi instantanément vu octroyer le statut de classique du médium. Et il y avait de quoi. Mais le pire, c'est que les gars de chez Netflix Animation n'en étaient pas du tout à leur premier coup d'essai. Et là où je veux en venir, et je pense que vous commencez à m'anticiper, c'est qu'ils viennent, au minimum, de réitérer l'exploit. Blue Eye Samurai est une série d'animation produite par Netflix, mais plus précisément par le couple Humber Noisemi et Michael Grain, en collaboration avec le studio français Blue Spirit. Et on y retrouve aussi à la réal l'extrêmement talentueuse Jen Woo, dont on n'aura pas fini de vanter ses qualités dans cette vidéo, croyez-moi. Et ce qu'il faut savoir sur Blue Eye Samurai, c'est que c'est déjà ce phénomène en réalité. Blue Eye Samurai est suracclamé par les critiques et la presse mondiale, 96% sur Rotten Tomatoes par exemple, deuxième chez Allociné, derrière Arcane, tiens donc. Une saison 2 est déjà programmée, il vient de bousiller les Annie Awards en récoltant pas moins de 6 récompenses, dont celle de la meilleure série d'animation de l'année. Puis t'as Hideo Kojima qui a pas pu s'empêcher de faire un thread élogieux sur la série tellement il a pleuré sur le poulet. Tout ça pour finir de vous convaincre qu'on est face à un phénomène. Dans ma vidéo bilan sur l'avancée du monde de l'animation en 2023, j'avais fait de Blue Eye Samurai ma série de l'année, mon ballon d'or. Et la raison était toute simple. Blue Eye Samurai était et est selon moi le symbole le plus récent et le plus saillant des sommets que peuvent atteindre les séries d'animation en 2023 et maintenant en 2024, que ça soit dans ses ambitions narratives sur lesquelles on va revenir un peu, mais surtout dans ses ambitions visuelles et conceptuelles qui traduisent une production assez unique dans le paysage des séries d'animation sur lesquelles on va beaucoup s'attarder dans cette vidéo. Qualité qui rapprocherait beaucoup plus Blue Eye Samurai des grandes séries live action ou même des films qu'aux classiques séries d'animation, qu'elles soient occidentales ou même japonaises. Mais malgré tout, il est important de souligner que Blue Eye Samurai n'est pas une série qui est arrivée là par hasard. Elle est une conséquence d'une industrie qui depuis maintenant une quinzaine d'années, avec l'arrivée de Netflix Animation, puis d'autres plateformes de streaming, qui est en constante mutation. Et même plus que ça, elle est une conséquence d'une industrie qui a pu libérer son plein potentiel. Et qui, grâce à ça, mine de rien, touche de plus en plus de monde. Il est maintenant de plus en plus commun de voir des personnes de votre entourage regarder des séries d'animation bien qu'ils ne soient pas forcément familiers du médium. Et c'est pour le mieux, l'animation touche de plus en plus le grand public. Et j'ai bien l'impression, plus qu'aucune autre, que c'est bel et bien Blue Eye Samurai qui peut devenir cette série d'animation qui rivalisera avec les plus grandes séries live, les plus belles, les plus épiques. Parce qu'en regardant cette série, j'y ai très clairement vu des qualités, non seulement hors du commun, mais aussi très universelles. Donc oui, je vais le dire, mais pour moi, Blue Eye Samurai a vraiment le potentiel pour conquérir le monde. Un petit peu à la manière de ce que nous a proposé Game of Thrones il y a quelques années.
Déjà, ce que je vois, c'est que Blue Eye Samurai est une série moderne qui va chercher à exploiter toutes les techniques d'animation les plus récentes et plus que ça même, chercher à repousser certaines limites. On a cette fameuse animation en 3D stylisée, démocratisée notamment par le premier Spider-Verse, avec donc des personnages modélisés en 3D, animés par ordinateur, mais avec une couche 2D par-dessus. Quand je dis une couche, c'est plus un effet, ici très pictural, appliqué par-dessus les personnages. On a aussi une partie des décors à l'instar des grands films d'animation comme les Pixar Disney qui sont donc en partie modélisés entièrement en 3D, contrairement à la plupart des séries d'animation qui n'ont que en réalité des espaces 3D avec des textures en 2D par-dessus. Blue Eye Samurai utilise aussi cette technique mais se permet aussi d'avoir des assets entièrement modélisés en 3D. Et on a aussi, notamment dans les scènes d'action de Blue Eye Samurai, une utilisation très appuyée des mouvements de caméra sur les backgrounds en 3D. Pour continuer de parler de caméra, on a aussi une photographie très réfléchie et assez poussée qui mixe entre le 2D et la 3D. C'est-à-dire qu'on a bien souvent des particules modélisées en 3D sur lesquelles on a repeint en 2D par-dessus. Alors ne vous inquiétez pas, on va largement avoir le temps de revenir en détail, de décrypter tout ça en profondeur pour voir en quoi Blue Eye Samurai se distingue dans son approche de ces techniques des autres séries d'animation modernes qui utilisent elles aussi ce genre de technique. Et qu'est-ce que Blue Eye Samurai apporte en fait de nouveau sur la table ? Mais pour le moment, on va se contenter de relever que tous ces efforts sont à souligner. Car déjà, ça rend l'expérience de visionnage dès le premier abord assez unique. Un peu comme ce que je décrivais avec la série Arcane, qui est du même acabit. On regarde une série d'animation, mais on n'a pas l'impression qu'on regarde une série d'animation. On a l'impression qu'on regarde quelque chose d'autre. Quelque chose d'un peu plus grand, mais en plus c'est à souligner parce que Blue Eye Samurai fait partie donc de ces séries qui cherchent à repousser les limites de son médium, en exploitant d'autres possibilités, en se posant des questions toutes connes, du style comment j'arrive à avoir les décors les plus crédibles et réalistes possibles, tout en faisant en sorte qu'ils ne soient pas photoréalistes. Parce que le photoréalisme, on le sait tous, c'est très ennuyeux, n'est-ce pas ? Mais très stylisé à la manière d'une estampe japonaise. Comment j'arrive à faire ça? Et toute la production de Blue Eye Samurai a plutôt bien répondu à ces questions. Et ça n'a pas dû être facile. When I started thinking about the visuals, I wanted to have an elevated feel to this. I wanted this to look like a moving painting. We took inspiration from Zatoichi and Akira Kurosawa movies. Alors tout ça c'est bien beau, mais quand on sait que Blue Eye Samurai est une série qui est une initiative de Netflix Animation, le fait qu'elle essaye de repousser les limites de l'animation est pas si étonnant que ça au final. Et je sais très bien que ce que je vais dire est assez fou, mais pour Netflix, depuis quelques années, repousser les limites de l'animation, c'est une coutume chez eux. En 2019, on a eu Klaus par exemple, qui a mixé le charme de l'animation 2D avec la précision et le réalisme des éclairages des films en 3D. On a eu le Pinocchio de Guillermo del Toro, oscarisé, qui pousse les procédés de l'animation en stop motion. On a même eu Nimona, qui était juste un bonbon visuel. Mais là, si vous faites bien attention, tout ce que je viens de vous citer, ce sont des films. Et c'est déjà une chose non négligeable d'essayer et de réussir à repousser les limites de l'animation dans un film. Mais c'est une toute autre paire de manches de le faire avec les séries, qui par essence sont beaucoup plus frileuses dans leur production, qu'elles sont en animation en live d'ailleurs. Historiquement, les séries ont toujours été contraintes par le circuit de distribution traditionnel qui étaient les chaînes de télé, qui limitaient énormément les prises de risques. Il fallait des séries d'animation très efficaces, avec peu, et qui pouvaient se consommer à partir de n'importe quel épisode, idéalement. Mais les plateformes de streaming ont changé totalement la donne, et en particulier Netflix, qui a toujours été le premier à initier ce changement, mais aussi le plus actif et le plus proéminent. Avec des séries telles que Devilman Crybaby, Love, Death and Robots, mais surtout Arcane, qui est une série qui va extrêmement loin dans son style d'animation et surtout dans son compositing, dans sa photographie, et qui était une pure prise de risque qui a demandé énormément de ressources. Le pari pour Christian et Riot, c'était est-ce qu'on était capable de sortir 5 heures, 6 heures de film. Et c'est le cas aussi pour Blue Eye Samurai. Mais Blue Eye Samurai ne se contente pas simplement de repousser les limites de l'animation d'un point de vue technique, mais essaye aussi de le faire d'un point de vue de l'ambition. Et ça tient en une seule phrase. Blue Eye Samurai est une série d'animation d'action pour adultes, dramatique et réaliste. Blue Eye Samurai nous dépeint un univers richement construit de manière très réaliste et froide dans la représentation de la société japonaise féodale. Il y a de la violence, du sexe, de la laideur morale, des inégalités sociales, du racisme, de la xénophobie, etc.
Mais on doit noter que Blue Eye Samurai ne tombe pas dans le trash ou dans le racoleur. En fait, l'univers de Blue Eye Samurai est tel qu'il est, avec sa beauté et sa laideur. Et c'est à ça qu'on peut véritablement dire que Blue Eye Samurai est une série d'animation pour adultes matures, pas une série d'animation pour adolescents qui veut se la jouer un petit peu trash. Et déjà ça, on se rend pas compte, mais c'est quasiment inédit en Occident. Les séries pour adultes matures étaient historiquement réservées aux séries live action, tandis que les séries d'animation étaient plutôt réservées pour les enfants ou les adolescents. Pourtant, à la base, le cartoon, c'est pas forcément réservé pour les enfants. Les Tex Avery, les Betty Whoop, ou même les productions du studio Upa, ils s'adressaient autant, si ce n'est plus, aux adultes qu'aux enfants. Puis par la suite, le cartoon s'est très rapidement réorienté pour cibler les enfants, et éventuellement, avec un sous-texte et quelques blagues, les parents qui emmenaient leurs enfants regarder les cartoons, ou qui se posaient avec eux dans la télé. Et ce sont les classiques Warner ou les classiques du studio Fleischer qui ont vraiment cimenté ce format, ce modèle pour le cartoon. Et pour les sorties en salle, c'est bien évidemment le premier Blanche-Neige de Walt Disney et tout l'âge d'or qui va venir avec, qui va influencer toute l'industrie. Parce que pour les studios, c'est beaucoup plus rentable de toucher les enfants et les parents qu'une seule catégorie de personnes. On est encore au début de l'industrie, les producteurs n'allouent pas un budget énormissime pour les productions en animation. Donc il faut qu'elles soient rentables avec peu. Et pour être rentable, il faut toucher le plus de monde possible. Et je pense que c'est une des raisons qui a orienté historiquement l'animation plutôt pour les enfants ou au moins le tout public. Et c'est là où la culture asiatique et plus précisément japonaise s'est toujours distinguée. L'animation, comme les bandes dessinées, comme les jeux vidéo et même comme les jouets, là-bas, ce n'est pas que pour les enfants. Et ça n'a jamais été le cas. Par exemple, au Japon, chaque catégorie socio-démographique a son propre genre d'animé. Et même les vieux ont leur propre genre d'animé. Donc au fil du temps, les Japonais ont appris à rentabiliser une série produite avec peu de moyens, mais qui s'adressait quand même à un public adulte avec toutes sortes de merchandising. C'est une partie intégrante de leur culture. Et c'est pour ça que maintenant on se retrouve avec une industrie de la Japanimation qui est remplie de séries d'animation matures pour adultes, qu'elles soient de la comédie ou du drame. Mais en Occident, on n'a pas fait ce même travail. En Occident et plus précisément en Amérique du Nord, les séries pour adultes doivent ressembler à des séries familiales. C'est-à-dire une esthétique très stylisée, un peu burlesque, et beaucoup d'humour trash. Et on revient toujours à la même chose, il y a eu des succès totalement phénoménaux dans ce modèle, les Family Guy, les South Park, les Simpsons, ce qui a consolidé la vision qu'on avait du cartoon pour adultes en Occident. Donc toi, dans les années 2000, si t'étais un jeune créatif qui avait pour ambition de monter un projet d'animation pour adultes, qui n'était pas de la comédie, mais absolument personne allait te donner l'heure. Gros, tout le monde dans l'industrie cherchait à avoir son South Park-like ou son Simpson-like. Tu crois vraiment qu'on allait te donner de l'argent ou même te distribuer pour ton projet d'animation pour adultes, cérébral, sérieux, avec des dessins réalistes, où il n'y a pas beaucoup d'humour? Bah non, c'est impossible. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut énormément remercier l'émergence de la Japanimation dans le monde, car les Evangelion, les Cowboy Bebop, les Akira ou autres Perfect Blue ont prouvé et prouvent encore aux producteurs, aux distributeurs, que les adultes sont aussi friands d'animation qui pourraient leur parler. De séries adultes, sérieuses, dramatiques, réalistes. Que les adultes ne regardent pas seulement l'animation pour rigoler, mais aussi pour se questionner, pour ressentir d'autres émotions. Mais comme c'est toujours dur de faire le premier pas, bah on a dû vachement attendre avant que ces séries daignent pointer le bout de leur nez. Qui fait qu'on a eu pas mal de séries entre les deux. Des séries dont les réalisateurs essayaient de tirer les thématiques, de tirer l'ambiance un petit peu de l'autre côté, du côté plus adulte. Je pense à des séries comme Avatar, comme sa suite La Légende de Korra, ou même des séries comme Samurai Jack. Genndy Tartakovsky voulait faire une série ultra violente, mais il fallait pas mettre de sang, on était sur Cartoon Network. Donc il a remplacé le sang par de l'essence noire parce que Jack ne se bat que contre des machines. Et ça passe. Mais figurez-vous que je peux remonter encore plus loin. Parce que oui, l'art de se jouer des contraintes, les créatifs le maîtrisaient depuis longtemps. C'est même à la base de l'art. 1992, Batman The Animated Series. On a gentiment demandé à Bruce Timm de faire un dessin animé mettant en valeur la figure super-héroïque qu'était le Chevalier Noir. Bah c'est ce qu'il a fait. Mais il s'est pas contenté que de ça. Ambiance pesante, héros tourmentés, méchant en quête de rédemption. Questionnements moraux. Tout était déjà là dans le dessin animé de 1992, qui était de base destiné aux enfants. Et d'un côté, on pourrait se dire que c'est pas mal, parce que l'art naît de la contrainte et toutes ces séries sont exceptionnelles, justement parce que ce sont des séries pour enfants qui prennent pas les enfants pour des cons, qui éveillent les enfants à certaines réflexions et à certaines émotions durant leur expérience de visionnage. Mais de l'autre côté, ça a bridé pas mal de réalisateurs qui avaient une sensibilité différente et qui voulaient proposer un autre style, mais qui ne pouvaient pas parce que l'animation pour adultes, jusqu'aux années 2015, ça se résumait soit à des comédies ultra trash ou soit de la pornographie. Et c'est là
que Netflix va tout changer. Parce que Netflix, ils ont été un peu visionnaires. Ils ont très rapidement senti que pour vraiment prospérer dans l'industrie, ils ne devaient pas simplement se contenter d'acheter des licences et être seulement une plateforme de distribution. Parce que sinon, qu'est-ce qui allait empêcher les détenteurs originaux de créer leur propre plateforme de streaming et de mettre leur licence là-bas? Absolument rien. Et là, du coup, Netflix allait se sentir un peu bête. Donc, ils ont pris les devants et ont commencé donc à être producteurs. Ça a commencé par les séries live. Et quasiment en même temps, les séries d'animation sont arrivées. Et vous savez ce que ça a permis, ça? Vous savez ce que ça a permis? Le fait que Netflix se lance eux-mêmes dans la production de certaines séries d'animation, en collaboration initialement avec d'autres studios un peu partout dans le monde, bah ça a permis d'avoir des séries d'animation pour toutes les catégories sociodémographiques. Et donc des séries d'animation spécialement pour adultes. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que quand Netflix est arrivé, c'était pas simplement une solution pour regarder ses programmes préférés sans pub et avec sa petite tablette. Non, Netflix a modifié en profondeur la manière dont les spectateurs consomment leur contenu. C'est-à-dire qu'avant, t'étais posé sur ton canapé devant ta télé et t'attendais le créneau horaire pour regarder ton programme. Il y avait le créneau pour papa, il y avait le créneau pour maman, il y avait le créneau pour le petit et pour sa petite sœur. Bon, des fois entre le petit frère et la petite sœur, il y avait conflit d'intérêts, c'était au plus rapide. Mais en tout cas, vous voyez l'idée. Sauf que maintenant avec Netflix, chacun a son catalogue, parce que c'est chacun son profil et tu peux regarder tes séries quand tu veux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut étoffer le catalogue pour chaque profil. Donc il faut aussi étoffer le catalogue pour le profil de maman, de papa ou des jeunes adultes. Et donc là, soudain, les séries d'animation pour adultes, bah elles sont le bienvenu. Et Netflix, ils ont vraiment pas eu du mal à trouver des réalisateurs qui voulaient faire de l'animation pour adultes. Parce que ça fait des années et des années que les réalisateurs, les studios attendent ça en fait. Et il y a eu beaucoup d'exodes d'artistes qui travaillaient initialement dans l'animation qui sont partis dans le live parce qu'ils voulaient vraiment faire des choses pour adultes. Et quand ils ont entendu parler l'opportunité qu'il y avait sur les plateformes de streaming, en particulier Netflix, bah ils ont été très contents. Et vous savez, ça c'était exactement le cas de qui? Ouais. Well, this is adult animation, and my ear just went whoop, like that. Said, oh, adult animation. Now. Et d'ailleurs, j'y pense, dernier petit virage, après promis, on revient sur Blue Eye Samurai. Mais une série qui est absolument game changer dans tout ça, c'est BoJack Horseman en 2014, qui est le premier vrai succès des séries d'animation pour adultes produites par Netflix. Alors oui, c'est encore une comédie, mais c'est une comédie qui peut avoir un ton très très sérieux et qui a une grande portée philosophique. Et ça, c'était assez rare. C'est pas dans South Park ou dans les Simpsons que tu pouvais retrouver ça. Et ça a vraiment ouvert le public à beaucoup plus de séries comme ça. Puis après des séries d'animation dramatiques pour adultes ou pour jeunes adultes, on en a eu. Et pas que sur Netflix d'ailleurs. Même notre bon vieux Samurai Jack a enfin eu son sang et ses conflits psychologiques. Tiens, par exemple, si on prend Invincible. Et là, promis, c'est le dernier exemple. Donc Invincible sur Amazon Prime, c'est une adaptation d'un comics, un comics de super-héros. Mais Invincible, c'est une adaptation anormalement tardive de comics destinée aux plus de 16 ans. Et je dis anormalement car la trajectoire que les super-héros ont pris comme étant des séries ou des films familiaux ou réservés pour les enfants est assez anormale quand on connaît les comics de base. Les comics de base, c'est autant pour les adultes que pour les enfants, si ce n'est même des fois plus pour les adultes. Parce que les histoires les plus dramatiques, les plus sombres des Batman ou des Superman sont uniquement cantonnées à des moyens métrages très frileusement diffusés. Ça, je trouve que ce cas Invincible, ça en dit très long sur la frilosité des producteurs à l'époque. Et c'est aussi une série qui, à mon avis, va avoir beaucoup d'impact. Blue Eye Samurai, lui, est une série qui est totalement dans la continuité de tout ça. Et je dirais même qu'elle va encore plus loin, car contrairement à des séries comme Arcane, ou même Invincible, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de super-pouvoir. Pour Blue Eye Samurai, on est sur une histoire classique de vengeance. Mizu, une métisse que ses yeux bleus trahissent, veut la peau des blancs qui ont permis son existence. Car les gens la considèrent, donc elle-même par extension se considère, comme une créature impure, un démon bâtard qui n'aurait jamais dû naître. Et en plus de ça, elle est une femme dans le Japon de 1657. Donc normalement, elle n'a même pas le droit de se venger. Elle n'a même pas le droit de toucher un sabre. Under the law, revenge is a luxury for men like you. Women like me must be practical. We must focus on our result. Et ce qui me plaît dans Blue Eye Samurai, c'est que c'est une série d'une maturité juste incroyable. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de sang dans Blue Eye Samurai, mais c'est jamais racoleur. C'est juste que l'univers de Blue Eye Samurai est incroyablement réaliste dans la manière dont il dépeint la société féodale japonaise. Donc oui, notre héroïne, Mizu, doit combattre cet univers qui lui est extrêmement hostile pour tenter de accomplir sa vengeance. Grosso modo, l'univers, il va vraiment pas lui faire de cadeau. Your father
is a white devil. Et elle est pas la seule. Globalement, le monde est oppressif pour la plupart des personnages de Blue Eye Samurai. Et c'est comme ça. Et ça se ressent à la manière dont les personnages sont construits. Ce qui est intéressant dans Blue Eye Samurai, c'est que les personnages sont beaucoup plus définis par ce qu'ils sont incapables de faire ou ce qu'on leur interdit de faire dans la société, plutôt que de par leurs compétences. Soit parce qu'ils sont une femme, soit parce qu'ils sont handicapés, soit parce qu'ils sont pauvres et bas dans l'échelle de la société, soit parce qu'ils sont métis, soit même parce qu'ils sont fils d'empereurs. Et moi j'adore cette façon de construire les personnages parce que ça te permet directement de te connecter avec eux. Des personnages qui aimeraient être autre chose que ce qu'ils sont pour accomplir des choses qui leur sont impossibles, comme devenir un excellent sabreur pour un gars qui a pas de main. Like me? You're deformed, but you're still strong. Ou devenir un leader et accéder au pouvoir pour une princesse. I want to be great. Ou faire partie de l'élite sociale japonaise pour un vulgaire gamin qui a grandi dans un village pauvre. Donc oui, l'univers de Blue Eye Samurai est dur, l'univers de Blue Eye Samurai est oppressant, mais il n'est pas totalement infernal non plus. Ces personnages vont rencontrer d'autres personnages qui vont les encourager dans leur quête, ce qui ramène un petit peu de chaleur humaine et un petit peu de nuance. Mizu, elle incarne le côté extrême de tout ça. La colère, la rage, elle en a absolument rien à faire, et c'est sa colère, la fureur de l'Onryo, qui va faire déjouer absolument tous les obstacles qui auront le malheur de se poser devant elle. To bring so much bloodshed and woe to create the Onryo. Et c'est pour ça que malgré elle, elle incarne une source d'inspiration pour la plupart des autres personnages du show, qui vont à elle un motif d'espoir de devenir autre chose que ce qu'ils sont. Least tactical, most infuriating man I've ever met. Yes. But what would he do? He's so stupid he'd go straight through the front door. Et tout ça pour une période de l'histoire qui a souvent été romantisée dans la fiction, ça fait quand même un décalage assez frappant. Ça fait de Blue Eye Samurai presque une déconstruction. Par exemple, le fameux code de l'honneur du samouraï. Dans Blue Eye Samurai, il prend très cher. Il prend très cher sans toutefois être totalement humilié ou moqué, parce qu'il est quand même présent, notamment dans certains combats de Taigen. Taigen justement qui va beaucoup se poser des questions par rapport à ça, mais aussi par rapport à sa quête de grandeur, à ses désirs personnels, etc. Et qui représente donc de par son développement de personnage, une bonne illustration des intentions que je décèle chez les réalisateurs de la série. C'est-à-dire pas une intention d'accusation, de condamnation des anciennes mœurs de cette société japonaise féodale, mais une simple remise en question, pour éventuellement changer ce qui n'allait pas. We're not done yet. I know. La culture japonaise traditionnelle en général n'est ni glorifiée ni totalement pervertie. Par exemple, la figure du shogun, qui est dépeinte comme étant méritant de beaucoup de respect et assez noble, malgré que dans le même temps, elle soit à l'origine de pas mal des problèmes que va rencontrer cet univers-là, à cause de bassesse et de cupidité. Put away your gun. I will die with honor. Autre exemple, l'économie du plaisir, qui est traitée avec tout le sérieux et la profondeur qu'il mérite. On y voit très clairement ses mauvais côtés et ses conséquences négatives à laquelle les différents personnages principaux de cette série vont être confrontés, mais on y voit aussi son aspect plus artistique, poétique, presque philosophique, qui est typiquement japonais. But firm. Okay, lost boy. Walk east to the Kamo River. Take the bridge to the temple with 1,000 creepy statues. It's on the hill just past. I wish you a successful day of business. Cette série est vraiment tout en nuances, et c'est ça qu'on appelle vraiment une série mature. Et je tiens largement à saluer les scénaristes pour ça, car ça n'a pas dû être facile d'avoir le doigté pour ne pas tomber dans la condamnation facile d'une époque qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus, ni dans sa romance habituelle, qui est très éloignée de la vérité, vécue par les Japonais de cette même époque. Tout ça au service d'un propos très actuel, sur le fait de remettre en question les mœurs de notre société, et de savoir, ou plutôt d'avoir le courage de s'en extirper, pour son accomplissement personnel. Je n'ai pas envie de vous faire croire que cette série est l'unique série qui existe dans ce style-là. On a tous assez vu d'animés japonais pour affirmer le contraire, mais dans le paysage occidental, ce genre d'ambition narrative, bien que de moins en moins, reste tout de même assez inédit. Et ce qu'il est encore plus, c'est si on s'attarde sur le réalisme de sa direction artistique. Les séries d'animation, même celles pour adultes, même les plus sérieuses, ont bien souvent une direction artistique extrêmement stylisée et même des fois fantaisiste.
Ce qui est pas totalement déconnant en vrai, l'animation ça s'appuie sur le dessin. Et l'intérêt du dessin c'est que justement tu peux t'échapper du réalisme, du photoréalisme, et tu peux comme ça, à l'aide de quelques traits, exacerber, styliser la réalité à ta convenance. Donc si t'as envie de créer un dessin animé où on se focus bien sur les émotions de tes personnages, bah pourquoi pas agrandir les yeux. T'es pas contraint par la réalité physique, tu fais ce que tu veux, donc t'agrandis les yeux, et donc ça fait un style qui sert tes intérêts. Pareil, imagine que t'as envie de raconter vraiment une histoire universelle, qui pourrait parler à tout le monde, et tu veux que tout le monde se projette dans tes personnages, qu'importe leurs caractéristiques physiques. Et ben tu fais comme Jean de La Fontaine, tu mets des animaux à la place, tu mets des animaux anthropomorphes, et ça passe. C'est la magie du dessin, c'est la magie de l'animation. Mais le souci, c'est pas que ce soit impertinent comme choix artistique, de faire de l'extrêmement stylisé ou du cartoony. Le problème, c'est quand ça devient la direction artistique de l'écrasante majorité des séries qui sortent. Comme si une série animée ne peut pas ressembler à autre chose que ça. Et bien souvent, il y a des séries animées qui vont par la suite aborder des thèmes plus matures et être beaucoup plus profonds, mais qui se forcent en surface à paraître cartoony, fun et léger. Et ça passe par cette direction artistique extrêmement stylisée. Mais ces dernières années, on commence à voir du changement. Je pense à des séries comme Undone par exemple sur Amazon Prime, qui est extrêmement réaliste parce que c'est de la rotoscopie, c'est-à-dire qu'on a enregistré de réels acteurs sur lesquels on a redessiné par la suite. D'ailleurs c'est une série géniale et cette rotoscopie est ultra pertinente compte tenu du propos de la série, donc je vous encourage à aller la voir. Et on commence aussi à voir pas mal d'autres séries qui assument leur côté plus adulte, plus mature directement dans leur direction artistique. Donc les prods se libèrent de plus en plus et Blue Eye Samurai arrive à point. Il y a vraiment 1 milliard de choses à dire sur la direction artistique de Blue Eye Samurai et vous inquiétez pas, on va largement avoir le temps d'en reparler dans les prochaines parties. Mais ce qu'il est tout de même important de noter maintenant, vu qu'on parle de réalisme dans les séries d'animation, et ce qui m'a totalement frappé, ce sont les chara-designs de Brian Kinzinger. Ces chara-designs sont incroyablement réalistes, et en fait surtout ils sont réalistes par rapport à leur époque. On sent vraiment qu'il y a une étude ultra rigoureuse et sérieuse des tenues, des visages, des coiffes de l'époque. Et ce pour absolument tous les personnages que vous allez voir à l'écran, même les personnages en fond. Et ça vraiment c'est génial parce que ça rajoute à l'immersion et surtout à la crédibilité quand on nous a présenté un contexte historique assez fort dans cette série. À part Mizu, l'héroïne, tous les autres personnages semblent avoir réellement existé. Quand tu regardes les personnages, tu te dis pas « Oh, le chara-design il est chouette, l'artiste il a eu vraiment beaucoup d'imagination ». Tu te dis « Ah mais non mais je peux mettre ma main à couper que cette personne a existé » et qu'ils l'ont juste redessiné. De toute façon vous le voyez à l'écran, mais j'aimerais quand même préciser qu'en aucun cas ces personnages sont fades. Ils ont tous un attrait, un appeal qui leur est propre, une manière de bouger, de s'exprimer, qui est finement travaillée afin de les distinguer et de les identifier. Et c'est ça qui les rend aussi vivants, aussi crédibles. Et tout ça, ça vient un peu de la vision des réalisateurs qui voulaient que leurs personnages, surtout principaux, reçoivent le traitement de stars de cinéma. Et c'est pas déconnant dit comme ça, parce que quand tu regardes Blue Eye Samurai, t'as vraiment une grosse vibe live action qui s'en dégage. Et comme on le verra dans quelques instants, c'est totalement justifié quand tu regardes la production hallucinante et très inspirée du live qu'a hérité Blue Eye Samurai. Si jusque là on a vu en quoi Blue Eye Samurai était une série moderne, tant dans son aspect technique que dans ses ambitions narratives et artistiques, qui s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle mouvance qu'ont les séries d'animation, être plus dramatiques, plus ambitieuses à tous les niveaux ces dernières années, il est temps de voir à présent ce qui rend Blue Eye Samurai si spécial à mes yeux pour que je lui consacre la plus longue vidéo de l'histoire de la chaîne. Et en quoi je pense sincèrement que Blue Eye Samurai est une série qui va largement faire avancer le médium. Et tout réside, comme je le disais il y a quelques minutes, sur une production totalement hallucinante et très héritée du live action. Alors déjà, qu'est-ce que j'appelle la production? La production, c'est l'antichambre d'une série, et c'est ce que j'aime le plus analyser. On va autant parler du processus créatif, du tout début au fondement du projet, du travail de recherche conceptuelle, jusqu'à la fin avec le travail de photographie, d'effets spéciaux, etc., en passant bien sûr par l'animation, qu'on va parler des acteurs de ce processus, que sont les showrunners, la réalisatrice Jen Woo, les designers, les chara-designers, les membres du staff quoi, le studio français Blue Spirit, et on va parler du lien qu'ils ont entre eux. Et tout ça dans un seul but, déceler les intentions de production qu'il y avait derrière cette série, comment elles ont été traduites dans celle-ci, et comment tous ces acteurs ont réussi à jouer avec le médium et ses contraintes pour parvenir à leur fin. Et je vous préviens directement, j'ai construit toute cette vidéo uniquement pour parler de cette partie, tant c'est l'élément déterminant qui fait de Blue Eye Samurai une série d'animation aussi singulière, ambitieuse et quasiment avant-gardiste. Revenons un peu sur les chara-design, car ils révèlent merveilleusement bien à quel point cette série a mis les petits plats dans les grands. Prenons Akemi par exemple. Akemi c'est elle, et c'est une princesse, fille du seigneur Daichi. Et vous ne manquerez pas de vous rappeler que c'est une princesse.
D'une part avec ses mimiques et son comportement capricieux du début de la série, et sa sous-intrigue de « Oh non, moi je vais épouser cet homme, et pas l'homme que papa m'impose ». Mais surtout, elle arbore tout au long du show un énorme panel de tenues et de parures très majestueuses, et toutes plus riches en détails les unes que les autres. Et là vous allez me dire que c'est normal, c'est évident, c'est une princesse, c'est la base pour son chara-design. Sauf que non, en fait, tout est dans un énorme panel. Cette Akemi, on aura l'occasion de la voir dans pas moins d'une dizaine de tenues différentes tout au long des 8 épisodes, ce qui est énorme. Dans les séries d'animation, on n'est pas habitué à ce que le personnage change autant de fois de tenue, et donc de chara-design. Et c'est ok, c'est d'abord une espèce de règle conceptuelle. Les vêtements d'un personnage font partie intégrante de son chara-design, et donc de son identité, qu'il nous communique à nous spectateurs. Ce qui l'iconifie et nous le rend plus mémorable. Et vu que c'est un dessin animé, ça n'a aucun risque de briser la crédulité du spectateur qui a largement l'habitude de ça. Et c'est pour ça que même dans les œuvres d'animation qui se veulent un peu plus réalistes, les réalisateurs sont souvent enclins à réutiliser ce gimmick, de ne pas changer la tenue des personnages principaux. En plus du fait que ça économise pas mal de temps et de moyens de production, parce que plus de tenues c'est plus de travail, plus de dessins à faire. Et c'est totalement compréhensible, c'est ce que permet un médium qui est plus flexible comme ce qu'est l'animation au détriment des séries live, où on risque plus de remettre en question cette pratique. Surtout si on a affaire à une série qui a un univers qui se veut très vraisemblable comme Blue Eye Samurai. D'ailleurs ça c'était un défi majeur pour les premières adaptations des comics de super-héros, notamment les premiers Marvel. Et le fait que ces personnages soient systématiquement obligés de faire des blagues méta que je qualifierais de juste lourdes, parce que j'ai tourné 7 fois ma langue dans ma bouche, prouve qu'il y avait bien un problème quelque part pour faire accepter au public le fait que ce sont des personnages qui vont avoir les mêmes tenues, même si là c'est qu'une tenue de travail en l'occurrence. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les changements de tenue existent dans les séries d'animation, et pour plusieurs raisons. Souvent c'est pour montrer une évolution majeure chez le dit personnage. Par exemple, le personnage a grandi, comme Naruto, Vi et Jinx ou même Sacha. Là, le changement de chara-design vient accompagner cette évolution. Ou ça peut être le cas dans des situations très particulières et temporaires. Par exemple, ça peut être le samouraï Jack qui est pris dans une discothèque mortelle, ou le samouraï Jack qui est pris dans une affaire de gang, ou même Luffy et les Mugiwara qui sont dans un casino. Il y a aussi des séries d'animation qui font souvent changer les vêtements de leurs personnages, pour rendre justement leur univers et les personnages qui y vivent plus vivants, comme si l'univers vivait même au-delà des épisodes que l'on peut regarder. Et ça peut être le cas notamment de Hunter x Hunter, qui le fait très bien. Mais très souvent dans ces séries-là, les personnages ont quand même une tenue phare, iconique, avec lesquelles on va pouvoir les reconnaître. Et ça, ce n'est pas le cas pour notre princesse Akemi. Même après plusieurs visionnages de la série, je peux pas me représenter Akemi dans une tenue en particulier. Tellement elle a la blinde de tenues, et surtout tellement elle a des tenues très détaillées avec plein de motifs assez complexes et peu reconnaissables au premier coup d'œil, alors que justement dans les séries d'animation on cherche à faire l'inverse. Peu de détails, des couleurs très reconnaissables. Donc oui, j'ai pas ce côté icône avec la princesse Akemi, mais par contre, ça me paraît beaucoup plus vrai, beaucoup plus proche de ce qu'elle est censée incarner dans la série. Cette petite princesse noble et gâtée qu'on traballe de préfecture en préfecture pour la faire marier avec le seigneur le plus huppé. Et Akemi n'est pas un cas isolé, la plupart des personnages de cette série vont souvent changer de tenue s'il est logique qu'ils puissent le faire. En gros, si ce sont pas totalement des SDF ou des vagabonds. Le grand méchant n'a pas de tenue en particulier, le sous-boss n'a pas de tenue en particulier, plein d'autres personnages importants n'ont pas de tenue en particulier. Et il y a une bonne raison pour ceux qui ne changent pas de tenue, comme par exemple le maître forgeron qui fait reclus dans sa petite maison en bois, qui comme il le dit, ne vit que pour faire de bons sabres. Le sympathique Ringo ne change pas de tenue non plus, mais il part en voyage de manière assez précipitée en emportant rapidement les affaires dont il avait le plus besoin. Et de toute façon, c'est pas comme s'il croulait sous l'or avec le poste de sous-fifre, bon à tout faire qu'il occupait dans sa petite maison de Soba. Par contre, et je pense que ça ne vous aura pas échappé, mais c'est absolument pas le cas pour Mizu, qui elle tout du long de la série arbore sa tenue de vagabonde extrêmement badass. Pourtant elle aurait les moyens de changer de tenue et ce serait assez logique, mais elle ne le fait pas. On voit tout de suite que la philosophie qu'il y a derrière le chara-design de Mizu est très différente des autres personnages de la série. Le chara-design est très iconique, avec des grands aplats de couleurs, une forme très reconnaissable avec son poncho à la Clint Eastwood, et c'est pas fait au hasard. Mizu a été écrite pour faire tâche dans son univers. Mizu, elle est cette occidentale dans ce monde oriental, comme le rappelle bien sa paire de lunettes. Elle est d'inspiration de films western spaghetti, dans cet univers qui est d'inspiration de films de Shambhala. Elle est cette blanche parmi les japonais, elle est ce démon parmi les hommes. De toute façon c'est simple, globalement tous les choix graphiques de cette série matchent extrêmement bien avec les thématiques de la série. C'est d'une fluidité sans pareil. C'est vraiment très beau. Mais on reviendra sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Revenons un petit peu à nos tenues si vous le voulez bien. Si ça fait bien trop longtemps que je vous prends la tête avec des vêtements de personnages dans une série d'animation, c'est pour vous dire qu'une seule chose. Blue Eye Samurai emprunte énormément aux séries live dans sa production. Parce qu'en plus de faire varier les tenues de ses personnages, les tenues sont vraiment très réfléchies, que ce soit dans leurs motifs, dans leurs couleurs, dans leurs coupes, etc. Et ça l'est autant pour des tenues traditionnelles japonaises que pour les quelques tenues occidentales et plus précisément anglaises qu'on voit chez le méchant Fowler.
Tout est très fin et minutieusement pensé, et tous les personnages, même les plus tertiaires, ont le droit à ce niveau d'exigence maniaque de la part des chara-designers, tout en respectant le statut social de chacun. Donc non, tous les personnages féminins de la série n'ont pas des parures en or, vous inquiétez pas. Tout ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir dans des séries d'animation, et tout ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et c'est bien le cas. Dans la prod de Blue Eye Samurai, on y retrouve pas mal de personnes qui avaient historiquement plus l'habitude de travailler dans du live action, à commencer par les deux showrunners, Amber Noisemi et Michael Green, pour qui Blue Eye Samurai est tout bêtement leur première expérience dans l'animation. Mais là on pourrait se dire qu'ils ne sont que scénaristes et que les postes plus visuels, plus conceptuels sont occupés par des habitués d'animation. Mais pas du tout. La réalisatrice, la fameuse Jen Woo, est une superstar connue pour ses storyboards très épiques, mais dans les films Marvel, ou chez Game of Thrones, ou House of Dragon. Son expérience live supplante totalement son expérience dans l'animation. Mais écoutez bien parce que ça va même plus loin. Dans Blue Eye Samurai, on y retrouve des personnes qui occupent des postes qui dans 99,999% des autres prods de séries d'animation n'existent tout simplement pas. Ce sont des postes qu'on retrouvait que dans des prods de séries live action. Par exemple, Blue Eye Samurai, c'est une série d'animation qui se paye le luxe d'avoir un costume designer. Et pas n'importe lequel, Stuart Lalarbe. Autre exemple encore un peu fou, dans le génial épisode 5 qui est à moitié une pièce de théâtre, Blue Eye Samurai a démarché un gars qui a une formation en production de pièces de théâtre japonais, spécialement pour l'épisode. Ça pourrait passer comme des petites exigences de gosse de riche qui a argent illimité et qui ne fait aucun effort d'adaptation, mais pas du tout. Tout ce travail gargantuesque au niveau de la production, plus précisément là de la pré-production, vient enrichir de fou l'univers de Blue Eye Samurai. Jen Woo, qui est la réalisatrice de cette série, a beaucoup travaillé dans les séries live action qui devaient établir un univers très riche, souvent de fantasy au lore assez développé. Et dans ce genre de série, on est obligé de voir en grand, on ne peut pas se permettre de paraître cheap. Là, pour que la magie opère, il faut entrer dans les détails les plus fins, des tenues, des types d'armes, des casques, des langages des différents personnages, des façons de combattre avec tel ou tel équipement. Et pour tout ça, on n'hésite pas à engager des experts pour chaque domaine et sous-domaine, car on sait que c'est de là que viendra l'immersion de la part du spectateur. L'univers, aussi fantaisiste soit-il, doit pouvoir paraître vraisemblable, et extrêmement vraisemblable dans les cas de séries live action. Et les plus grandes séries l'ont bien compris. Et c'est cette philosophie que Jen Woo a appliquée aussi à Blue Eye Samurai, qui pourtant est une série d'animation, donc normalement est beaucoup plus flexible et beaucoup plus tolérante à ce niveau-là. Mythology and philosophy into the show. Mais Jen Woo a eu cette volonté folle de coller très précisément à la réalité historique du Japon de la période Edo. En fait, tellement que dans toute la série, on ne voyage qu'à travers une représentation extrêmement fidèle, bien que pas à 100%, c'est impossible, mais on voyage à travers une représentation extrêmement fidèle du Japon de l'époque Edo. Alors, les décors que vous voyez dans Blue Eye Samurai ont vraiment existé dans la vraie vie. Je ne suis pas un expert de cette période de l'histoire, donc dans cette vidéo je ne vais pas pouvoir faire honneur qui a été fait pour cette série. Je ne peux que vous recommander d'aller consulter cet article pour que vous vous en rendiez compte vous-même et que vous compreniez que je n'exagérais pas quand je parlais de volonté folle. On arrive à un point où, par exemple, certains personnages seront amenés à écrire, à faire de la calligraphie japonaise pour différents motifs. Et bah, chaque personnage a son propre style d'écriture qui colle avec son statut social, sa fonction, etc. Autre exemple, la plupart des personnages de cette série portent des kimonos ou des tenues traditionnelles japonaises. Sauf que le studio Blue Spirit est français, et donc situé en France, et n'a donc aucune idée de comment ça fait quand on marche avec ce genre de tenue. Mais a priori c'est pas très grave, c'est leur boulot de faire des recherches vidéo et d'animer, c'est leur taf. Ils vont très bien s'en sortir. Sauf que pour Jen Woo c'est pas assez en fait. Jen Woo, elle veut vraiment qu'ils s'en sortent très précisément, et elle va s'en assurer. Autre petit exemple qui est très important du point de vue de la caractérisation des personnages, et c'est comment la manière de tenir le sabre varie selon le personnage et sa compétence au sabre. Par exemple, les petits samouraïs du dojo que Mizu explose dans l'épisode 1 le portent très proche d'eux et très à la verticale, car ils n'ont pas pleinement confiance en leurs compétences. Taigen, lui, a une prise un peu plus large parce qu'il est sûr de lui, il est compétent. Mais pour la terrible Mizu, là on est complètement à la verticale. Elle le porte de manière peu orthodoxe, un petit peu à la manière d'un cow-boy d'ailleurs. Ce qui non seulement montre son niveau de compétence, mais renvoie aussi au fait qu'elle n'est pas pleinement une samouraï japonaise. Il y a toujours un petit peu d'Occident dans tout ce qu'elle fait, Mizu. Malgré elle, parce qu'elle n'a pas du tout grandi en Occident pourtant. Parmi les membres du staff de cette série, il y a beaucoup de gens qui étaient plus issus des grosses prods de films d'animation.
type Disney, Pixar, DreamWorks. C'est le cas par exemple pour le directeur artistique. Et c'est aussi le cas pour le chara-designer, Brian Kinsinger. Et je pense que vous le savez, mais la production est beaucoup plus grosse pour un film d'animation. Et en particulier la pré-production, avec tout le travail de recherche, est beaucoup plus importante. Les équipes n'hésitent pas à faire des voyages pour bien s'imprégner des différentes cultures qu'ils veulent représenter dans leurs films. Et je pense que vous avez tous en tête les anecdotes sur les voyages du studio Ghibli, notamment en Europe, pour leurs différents films d'animation. Et ces personnes-là, qui sont habituées donc à un lourd travail de pré-production, ont été quand même choquées par celle de Blue Eye Samurai, notamment le chara-designer. Et j'ai vraiment un exemple très impressionnant par rapport à ça. C'est le nombre de versions du design de Mizu. Attention, Brian déclare avoir réalisé pas moins d'une centaine et presque une 200aine de versions du design de Mizu. Et là, je sais pas si on se rend compte, mais c'est peut-être 50 fois, voire 100 fois plus que n'importe laquelle des autres séries d'animation. Mais c'est quoi toutes ces versions au juste? Parce que là aussi, en fait, c'est intéressant. Parce que si vous regardez la série, vous vous en dénombrez peut-être 4, 5 max. Mais vraiment max. Il y a celle avec plus ou moins de cheveux, il y a celle avec les cheveux attachés, il y a celle quand elle est petite, il y a celle quand elle est petite et qu'elle a un masque, il y a celle où on la voit dans une toute autre tenue, et je tairai la raison pour pas spoil. Ah oui, il y a même celle où elle est complètement à Walp, avec plein de sutras sur le corps, devant un espèce de feu, comme si elle était en plein rituel du culte de la secte de Hidan, là, dans Naruto. Allez, ça nous fait peut-être 10 versions max, donc elles sont où les 190 autres? Ok, si je vous prends l'épisode 1, lors du premier affrontement entre elle et Taigen, bah notre Mizu, elle se prend ça. Et là où 99% des autres séries d'animation auraient juste foutu quelques traits pour signifier la blessure et le déchirement dans le vêtement de Mizu, bah Mizu là ça lui laisse une vraie cicatrice, donc c'est une petite variation du design. Pareil pour son vêtement qui est un peu abîmé. Quand elle se prend cette balle dans l'épisode 6, bah on voit directement l'impact de l'épisode 6 et elle va garder ce nouveau design dans l'épisode 7. Et encore là c'est faux, je dis n'importe quoi. Parce que comme la plupart des jeux vidéo modernes, Blue Eye Samurai possède une horloge interne en son sein. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les blessures de Mizu guérissent, ses cicatrices commencent à se refermer, et tout ça c'est des variations en plus, pendant que d'autres réapparaissent. Donc en fait il y a des dizaines et des dizaines de versions à faire par épisode. Et bien que ça soit à peine perceptible pour le spectateur, ça se ressent quand même à la longue. On voit clairement une Mizu de plus en plus abîmée à la fin qu'au début. On sent vraiment que dans sa furie vengeresse, notre personnage il laisse pas mal de plumes. Et ça c'est assez fort parce que la plupart des shows d'action animés ne le font pas, tant bien qu'on a l'impression que les batailles, même les plus épiques, même les plus violentes, n'ont en vérité que très peu de conséquences sur le physique des personnages qui y participent et qu'ils pourraient les enchaîner donc à la volée. Les mecs sont recouverts de balafres et de plaies jusqu'au sang pendant le fight, et 2 scènes après, plus rien, ou après le fameux passage à l'hôpital. Et même si certaines séries tentent de dire leur contraire dans leur scénario, bah montrer c'est toujours plus fort que dire. On sera toujours plus convaincu par ce qu'on voit, et noter ce genre de petits détails, même à peine perceptibles, joue énormément sur l'image mentale qu'on se fait de la santé de notre personnage. Et bien sûr tout ça rajoute du poids à un univers qui se veut réaliste. Ça rend cet univers et les événements qui s'y passent encore plus crédibles. Et c'est ce genre de petits détails qu'il est normal d'avoir dans des séries live action, mais qu'on ne peut vraisemblablement pas exiger d'une série d'animation. Pourtant Blue Eye Samurai le fait quand même, et c'est vraiment à souligner. Ça fait bientôt 15 minutes que je ne tarie pas d'éloges sur la production de Blue Eye Samurai, de toute sa vision, de toute son ambition. Mais vous savez c'est dû à quoi tout ça? Bah c'est largement dû à la manière qu'a Netflix de monter ses projets. Et je vais enlever cet éléphant au milieu de la pièce, n'est pas qu'une question de budget. Bien sûr dans la lignée d'Arcane, je pense que le budget pour cette série a dû être largement confortable. Et ça aide, ne serait-ce que pour embaucher des talents comme Jane Woo qui viennent du live action alors que le live action paye beaucoup mieux que la série d'animation. Il a forcément fallu s'aligner niveau salaire. Et c'est le cas aussi pour notre couple de showrunners qui ont quand même travaillé sur Blade Runner, etc. Mais ça ne fait pas tout. Et en réalité ça fait pas tant que ça. Netflix a pour lui une vision très internationale et large, n'hésitant pas à contacter des personnes aux compétences très variées, distinctes, auxquelles on ne fait pas souvent appel dans les circuits traditionnels et historiques. Jane Woo par exemple avoue avoir été surpris qu'on l'appelle pour ce projet. Alors que quand on y réfléchit bien, il n'y avait pas de meilleure option pour une série qui parle d'une métisse ni totalement occidentale ni totalement orientale que cette réalisatrice là. De par ses origines, mais aussi de par son vécu, de par ses compétences, etc. Elle incarne totalement la série. C'est pour ça que ça match aussi bien. Et ça se sent vraiment dans ses interviews. Elle est vraiment passionnée par Blue Eye Samurai et le personnage de Mizu. C'est donc aussi le cas pour le studio Blue Spirit, qui est un studio qui jusque-là travaillait bien, mais ce n'était pas forcément le studio le plus huppé, celui à qui tu penses en premier si tu veux réaliser une série d'animation extrêmement moderne pour adultes. En vrai, quasiment en même temps, ils ont été démarchés par Disney pour faire la série What If, donc c'est quand même un peu moins étonnant. Si je doute que Netflix le savait ça.
au moment où ils vont démarcher le studio. Le palmarès de Blue Spirit avant Blue Eye Samurai, c'était quand même d'avoir réalisé la 4ème saison des Mystérieuses Cités d'Or, ou Ma vie de courge. Et attention, c'est un studio extrêmement respecté, c'est un studio qui a garni énormément de récompenses, et c'est un très bon studio. Pour faire cette vidéo, je me suis penché un peu sur leur ancienne production, et il y a un monde où je repasse 3 mois pour sortir une vidéo de 50 minutes sur les Mystérieuses Cités d'Or saison 4. Mais il fallait quand même aller au fin fond de la France pour aller le chercher. Et la réussite est totale parce qu'il livre une animation, on va en reparler par la suite, qui est juste magistrale. Et c'est pas du tout la première fois que Netflix va chercher soit des artistes, soit des studios un petit peu underground mais avec beaucoup de talent. C'était le cas pour Arcane. Fortiche avait réalisé très exactement 0 série d'animation avant. Il réalisait des pubs, il réalisait des clips, mais pas de série d'animation. Par exemple, Trigger ne serait jamais devenu Trigger sans Netflix. Donc globalement, Netflix ont toujours eu le flair. Et ils ont démocratisé cette pratique au sein de toutes les autres plateformes. Et ça, franchement, c'est cool. Il y a aussi toujours cette manie de mélanger les talents du live avec les talents de l'animation. Quand par exemple, ils confient à David Fincher le soin de faire un projet de SF, d'anthologie en animation, Love, Death and Robots, là où on retrouve justement encore des artistes un peu underground, un peu même rejeté du coup avec Alberto Mielgo, un gars qui était tellement avant-gardiste qu'il a été chassé du premier Spider-Verse, c'est vous dire. J'aime dire et penser depuis quelques années que c'est cette manière très internationale et variée de monter des projets d'animation qui risque de durablement transformer le médium. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, même dans la Japanimation qui était historiquement très auto-centrée. Et après tout, c'est normal, ça amène une nouvelle vision de l'animation avec des personnes plus enclines à explorer plein de possibilités différentes. Et comme le disait le grand Shinichiro Watanabe, quand vous faites un animé, si vous prenez toutes vos inspirations des animés, vous allez finir par avoir un manque d'originalité et de créativité. En réalité, ce qu'ont fait Michael Green, Humber Noizumi, Genwu et toute sa clique, c'est ni plus ni moins que de ramener leur expérience, soit des films live comme Blade Runner, soit des séries live comme The Witcher ou Game of Thrones, dans une prod d'animation qui s'est traduit par énormément de plus-value, notamment dans le fait de s'investir à fond dans les recherches, dans la documentation. Et si ce n'était pas pendant la période Covid, Genwu a avoué qu'elle aurait vraiment aimé amener tout le studio français au Japon dans la plus grande bibliothèque sur l'époque Edo pour qu'ils puissent eux aussi s'imprégner de cette période de l'histoire. Malgré ça, quand on regarde les différents making-of, on peut voir que Genwu ou même les showrunners se sont énormément impliqués, déplacés pour rencontrer notamment les animateurs. Ce qui est essentiel pour créer un bon lien dans une production aussi internationale que celle de Blue Eye Samurai, où tu peux vite te retrouver à travailler de manière isolée, où les producteurs commandent une série à un studio d'animation, reçoivent la série, demandent quelques retouches et ça va pas plus loin. Et la qualité en pâtit forcément. Par exemple, il aurait été impossible pour les animateurs de rendre aussi bien toute la précision des mouvements de kimono durant les cycles de marche des personnages, ou même la sensation des coups, si Genwu ne s'était pas déplacé jusqu'en France pour servir de modèle, ou pour leur faire des cours d'arts martiaux, totalement folle. Alors je dédie autant de lignes dans mon script pour vous expliquer la fluidité de la prod, car c'est un aspect tellement important, et en même temps tellement mésestimé par les spectateurs, c'est fou. Pourtant, il faut bien se rendre compte que c'est grâce à tout ça que l'univers de Blue Eye Samurai nous paraît, malgré l'absence d'une esthétique photoréaliste, très palpable. Donc tout ce qui s'y passe d'impressionnant le paraît encore plus. Et dans cette série, c'est pas ce qui manque. Ok, Blue Eye Samurai est avant tout une série d'action. C'est-à-dire que dans Blue Eye Samurai, quand on a un problème, on dégaine le katana. Et ça peut aller très loin. Seulement voilà, on a vu assez clairement quels étaient les bénéfices liés à une pré-production très inspirée par ce qui se fait dans le live action, notamment dans tout ce qui est de la crédibilité de l'univers, je vais pas vous refaire tout le speech. Par contre, à quoi servirait d'adopter les codes du live action avec toutes les contraintes que ça veut dire pour tes scènes d'action? Est-ce que ce serait pas le moment de revenir sur quelque chose de plus traditionnel? Eh ben... Non. Genwu, elle n'entend pas du tout de cette oreille. Les scènes d'action de Blue Eye Samurai ont un côté très live action. Et ce qui est contre toute attente, absolument génial. Sacrément bizarre, mais absolument génial. Mais pourquoi c'est pas totalement contre-productif cette histoire? Parce que oui, si ça fait un siècle que des êtres humains se cassent la tête à donner l'illusion d'un mouvement avec de simples traits, pour faire comme si c'était une vraie personne qu'on filmait, c'est pas exactement pour que c'est l'air au détail près d'une vraie personne qu'on filmait. C'est le même principe que quand il y a eu la photographie qui est apparue, les peintres se sont bien dit à quoi ça sert que je fasse exactement le même job que la photo. Et c'était une très bonne réflexion, on a eu une explosion de courant artistique très stylée après ça. Donc si je fais une série d'animation avec des combats de samouraïs, où ça se slash, où mon héros est hyper badass et ce combat 1 versus 100, bah pourquoi pas exagérer, accélérer les mouvements à fond la caisse? Et pourquoi je jouerais pas avec l'anatomie de mes personnages pour refléter la vitesse des mouvements, en mettant de la déformation, en mettant de l'étirement et de la compression, en mettant des perspectives vertigineuses, ou des nuages de fumée 3 fois trop gros et 3 fois trop opaques? SO Shingo Yamashita. Alors il y a une réponse facile. La réponse facile, c'est de dire que c'est de l'animation 3D. L'animation 3D, c'est l'animation calculée par ordinateur, du moins les intervalles entre les poses clés. L'animation 3D, c'est aussi l'animation sur des personnages modélisés en 3D, c'est-à-dire des personnages avec des squelettes tangibles. Donc tout ça ferait de l'animation de Blue Eye Samurai une animation plus mesurée, moins explosive.
mais qui en contrepartie gagnerait beaucoup plus en subtilité, beaucoup plus en réalisme. Ce qui est absolument le cas. L'animation de Blue Eye Samurai est vraiment très subtile dans les mouvements et les plus petits mouvements secondaires, notamment ceux des visages, ce qui donne une énorme expressivité au caractère acting des différents personnages. Et vous savez à quoi on reconnaît des animateurs qui ont travaillé à l'animation de leurs personnages? À l'animation labiale. Et quand tu regardes celle de Blue Eye Samurai, tu ressens vraiment tout le tryhard. Parce que chaque personnage a sa façon de parler qui lui est propre et c'est directement reflété sur son animation labiale. Et sur l'ensemble des muscles faciaux d'ailleurs. Ce qui donne un acting tout simplement exceptionnel. Ce qui est toujours pas étranger au fait que les showrunners et que la réalisatrice soient branchés live action. On y revient toujours. Pour en revenir aux scènes d'action, ces dernières années nous ont prouvé le contraire. Ce n'est pas parce que tu as une animation 3D que tu ne peux pas avoir une animation explosive et dynamique. C'est pas parce que tu as une animation 3D que tu ne peux même pas adopter certains codes de l'animation 2D, comme le squash and stretch. Donc Blue Eye Samurai ne fait volontairement pas ça. Blue Eye Samurai veut avoir une animation très mesurée, avec ses personnages qui bougent comme s'ils avaient réellement été filmés. Et pourtant je vous l'assure, et n'importe quelle autre personne ayant vu cette série vous l'assurera aussi, mais les scènes d'action de Blue Eye Samurai sont d'une épicness neketsuesque. Pourtant, à part dans le grandiose épisode final, aucune de ces scènes d'action ne prend des proportions démesurées. On ne calcine pas de forêt en une attaque, on n'explose pas de bâtiments comme si c'était des confettis, on ne s'amuse pas avec la planète Terre comme s'il s'agissait d'un vulgaire ballon de baudruche, du moins avant le dernier épisode. Toutes les scènes d'action de Blue Eye Samurai restent à échelle humaine, et l'exagération des conséquences peut être semblable à ce qu'on peut trouver dans des films comme Kill Bill, Tigre et Dragon, Old Boy, peut-être Matrix à la limite. Quand j'insistais sur le fait que Blue Eye Samurai voulait des personnages qui bougent comme s'ils avaient été filmés, eh bien c'était vraiment le cas. Blue Eye Samurai est à ce jour la seule et donc la première série animée a utilisé toute une équipe de cascadeurs expérimentés pour tourner la plupart de ces scènes d'action, qui donc tout d'abord ont été filmées avec toutes les contraintes que ça sous-entend, pour être par la suite intégrées au storyboard et données aux animateurs qui vont réanimer par-dessus. On connaissait la rotoscopie, qui consistait à décalquer une référence vidéo qui est utilisée à quelques rares moments dans des productions pour donner un effet de style. On savait aussi que les animateurs utilisaient beaucoup des vidéos qu'ils enregistraient soit eux-mêmes, soit qu'ils recherchaient, notamment de cascadeurs ou d'arts martiaux pour s'aider dans l'animation de leurs scènes d'action. Mais par contre, ce qu'on ne connaissait pas, jusqu'à Blue Eye Samurai, c'est le fait d'engager toute une équipe de cascadeurs expérimentés qui ont l'habitude de tourner des scènes d'action de live action, en tant que doublure notamment, pour directement participer à la conception au storyboard des dites scènes d'action, qui ne sont après pas rotoscopées, mais bien réanimées, avec toute la libre interprétation qu'en font les animateurs par la suite. On se met d'accord, c'est une idée débilement coûteuse, certes, mais c'est une idée géniale, encore signée de notre fameuse Jen Woo. Mais qu'est-ce que ça apporte en vrai de faire ça? Ça apporte une lisibilité de l'action qui est supérieure. Les mouvements sont certes très acrobatiques, mais restent réalistes. En tant que spectateur, on suit mieux l'action, donc on est plus immergé dedans. C'est un autre parti pris, qui s'oppose par exemple au parti pris de Naruto, qui a des acrobaties extrêmement vertigineuses, mais tellement et ça part tellement à 1000 que notre œil suit plus. C'est extrêmement dynamique certes, mais on suit plus rien. Bon, après c'est pas grave parce qu'on se dit que c'est quand même des sommités qui s'affrontent. Ici c'est très impressionnant parce que les mouvements sont extrêmement précis, presque théâtraux. Une autre série qui faisait quelque chose de similaire très bien, c'est Avatar, le dernier maître de l'air, qui s'appuyait déjà sur des réels mouvements de différents arts martiaux pour ses scènes de fight et c'était vachement cool. On n'est pas sur toute une chorégraphie entièrement pensée comme Blue Eye Samurai, mais c'était vachement cool. Après ces mouvements étaient accompagnés par des gigaboules de feu, des dragons aquatiques ou des gigaséismes pour avoir cet effet de grandiose de spectacle, mais ça c'est une autre histoire. Et même si tous les spectateurs de l'époque d'Avatar n'étaient pas des ceintures noires de kung-fu ou d'aïkido et qui donc n'avaient pas nécessairement toutes les refs des 10 mouvements qui étaient représentés, ça n'empêche qu'ils ont ressenti une certaine crédibilité qui est non négligeable. Et ça rajoute une cohérence, une unicité à toutes les scènes d'action d'Avatar. Et cette sensation peut être décuplée quand vous tombez un jour sur une vidéo de 50 minutes qui détaille comment chaque technique de chaque élément d'Avatar est reliée à son art martial qui lui est propre. Les scènes d'action chorégraphiées de Blue Eye Samurai donnent aussi cette sensation de crédibilité et d'unicité. Elles ont aussi une forte résonance narrative dans leur conception. Comme dans ce passage absolument incroyable et fort de sens pour le personnage de Mizu, que je vais m'astreindre à pas spoiler ici, mais vraiment à ce moment-là, on sent que la chorégraphie de combat part à la place des personnages. Mais j'ai pas qualifié les scènes d'action de Blue Eye Samurai de saisissantes, je les ai qualifiées d'épiques, et même d'épiques à un niveau neketsuesque. Et en l'absence de Katon et de Manchon Empereur, qu'est-ce qui peut bien assurer cette épicness? C'est la caméra qui n'existe pas donc, mais c'est tout comme. Pour pouvoir vous expliquer en quoi c'est l'utilisation de la caméra que fait Blue Eye Samurai qui donne toute l'épicness à ces scènes d'action, je vais devoir avant vous expliquer comment on rend les scènes d'action absolument dingues dans les productions live. Dans les productions live, le but il est tout simple. Le but il est juste de renforcer le fait que tu as des vrais acteurs qui font de vraies galipettes et dans les meilleurs des cas, dans un vrai décor. L'idée c'est juste de rendre l'action plus immersive, plus proche de nous, parce que c'est précisément ça qui va la rendre plus impressionnante.
comment t'y parviens? Bah t'y parviens avec des dizaines de caméras, des dizaines de caméras sophistiquées, des dizaines de caméras très chères aussi, mais c'est pour la bonne cause, parce que si tu couples ça avec le génie des réalisateurs, bah là tu peux faire varier les angles de vue, pour rendre la scène plus vivante avec le mouvement des différents acteurs, les interactions avec le décor, et là, tout paraît plus impressionnant, parce que tout est plus immersif. Mais si t'es vraiment déter et que t'as vraiment bien préparé ton plan, bah tu sais ce que tu peux faire? Tu peux juste poser la caméra, ou autrement dit l'œil du spectateur, et le laisser naviguer dans ta scène, et kiffer, sans cut, sans rien, les fameux plans séquences. Et Blue Eye Samurai surabuse de ça, pour notre extrême plus grand plaisir. C'est vraiment à couper le souffle, n'est-ce pas? Blue Eye Samurai n'a jamais caché sa large inspiration au film de Tarantino. Mais ça si c'est pas Ladies of Blood 2, c'est au moins Kill Bill volume 3, je veux rien savoir. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler toutes les scènes d'action de Blue Eye Samurai. Mais regardez-moi juste vite fait ça. On est toujours dans l'immense épisode 6, Mizu part à l'assaut du château de Fowler. Et il va pas se passer 30 secondes sans que la caméra flex en se baladant dans le donjon qu'est le château d'Abuja Fowler. Parce que oui, ce château c'est un donjon, avec des étages qui représentent des niveaux différents, qui nécessitent une résolution différente. Notre chère Mizu, elle va devoir un peu utiliser son cerveau, parce que ça serait une très mauvaise idée pour elle de foncer comme une bourrine. Et en plus, il y a les sous-boss, et il y a le big boss. Comme l'a dit Jen-Woo, ils ont voulu rendre hommage aux jeux vidéo et c'est totalement réussi. Regardez juste comment la caméra vient se placer dès que Mizu rentre dans un nouveau niveau. C'est peut-être Dishonored, on sait pas. Et tout ça, ça a l'air tout con, mais c'est tellement exceptionnel, enfin vous avez des yeux. Et là, la question qu'on pourrait se poser, et qu'on serait en droit de se poser, c'est pourquoi il n'y a pas plus de caméras qui fait n'importe quoi dans les scènes, dans les autres productions de séries animées. Bon, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais ça reste quand même assez timide. Dans les productions live, en plus d'une certaine ingéniosité, ça demande énormément de budget. Parce que les caméras, elles coûtent pas 10 balles quoi. Et en plus de ça, ça allonge la durée du tournage, ce qui tape encore dans le budget. Et il y a toutes les contraintes matérielles qu'une production live connaît. Donc comme 99% des réalisateurs n'ont pas masse thune, et que 99% des réalisateurs ne sont pas des virtuoses non plus, bah ils rattrapent ça au montage, ils font des cuts, ils rajoutent des effets spéciaux et ça va passer. Mais dans l'animation, qu'est-ce qui bloque? Bah c'est comme dans le jeu vidéo, si t'as envie de faire des mouvements de caméra de fou, bah t'as pas le choix, va falloir que tu modélises tous tes backgrounds en 3D. Tes backgrounds avec leur texture. Déjà ça faut le faire, parce que ça prend énormément de temps et ça mobilise des compétences qui sont plus rares et qui coûtent plus cher dans l'industrie. Les artistes 3D, les artistes background 3D coûtent plus cher que les artistes 2D. C'est pour ça que pour ceux qui sont en école d'animation de jeux vidéo, on vous dit de faire de la 3D, hein. De toute façon, vous connaissez la chanson. Mais en plus, il va te falloir des terras et des terras et des téraoctets de place. Rien que pour un petit village de rien du tout, ça va te demander une capacité de stockage juste énorme. Il te faudra aussi d'énormes PC qui puissent supporter la capacité de travail. Et c'est pas toutes les prods qui peuvent se permettre. En réalité, c'est même aucune prod de série d'animation qui peut se le permettre. Ça, c'est plutôt des choses que tu vois chez les Disney, Pixar, DreamWorks. Mais par contre, si t'arrives à avoir ces backgrounds entièrement modélisés en 3D, et qu'après tu peux gentiment rajouter tes personnages eux aussi modélisés en 3D, bah là tu peux faire des trucs de fou. Des trucs de fou comme ça. Rien que ces quelques secondes de combat où Tai Lung interagit avec autant d'éléments du décor, on se rend pas compte comme ça, mais c'est déjà tellement plus galère et voire impossible en fait pour les séries d'animation. Parce qu'elles n'ont pas ce genre de background. Et quand t'as ce genre de background, et donc que tu peux faire les mouvements de caméra que tu veux, et en plus de ça que tu as une animation 3D calculée au poil, ce qui fait que tu peux sortir de sacrés ralentis, et qu'en plus derrière tu as des artistes de fou qui te proposent une mise en scène légendaire pour un enjeu scénaristique crucial, et qu'en plus tu as ces Caradian all time, bah comment ne pas sortir un des meilleurs combats animés de tous les temps? Faire ça dans les séries d'animation, au moins jusqu'à 2010-2012, c'était juste impossible. Parce que même juste les espaces 3D, ça n'existait pas. Pas d'espace 3D, pas de mouvement de caméra. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le budget. Surtout que la plupart des séries d'animation d'action venaient de la Japanimation, il y avait encore moins le temps, encore moins le budget. Et il n'y avait aussi pas la vision, parce que dans l'industrie, et en particulier dans la Japanimation, on a très rapidement appris à faire sans, avec des tremblements d'écran, des défilements d'écran, des effets à gauche à droite, des effets de perspective.
Et pour mettre un peu d'interaction avec l'environnement, on est passé maître en animation d'effets, avec notamment ces nuages de fumée beaucoup trop gros et beaucoup trop opaques. N'est-ce pas Shinko Yamashita, n'est-ce pas Norio Smoke? Mais il y a aussi d'autres techniques comme les Utapon Cubes et tout ce qu'on connaît. Et puis bien souvent on fout les combats dans des zones désertiques et c'est parti, on y voit que du feu. Et tout ça a marché et a même trop bien marché. Personne ne trouvait les combats d'animé mous et plats, malgré le peu d'interaction et le peu de mouvement de caméra. Donc on n'a vraiment pas ressenti le besoin de penser à toutes ces questions-là. Et de toute façon, modéliser tous tes backgrounds en 3D, ça demandait trop de ressources. Tout ça a changé avec l'arrivée des espaces 3D dans l'animation. On est à peu près en 2012-2013, et il y a notamment des séries comme Pokémon Soleil et Lune qui sortent, et directement, ça donne un vent de fraîcheur, et surtout Attaque des Titans un an après, qui avec son système tridimensionnel a chamboulé toute la Terre. Tout le monde a pris une claque d'immersion avec ce fameux bataillon d'exploration. C'était vraiment incroyable et c'est devenu une priorité pour pas mal de studios de reproduire cet effet. Et donc ça a popularisé la technique. Et quelle technique? Parce que les studios n'ont pas subitement eu plus d'argent, plus de temps, plus de capacité pour réaliser ces fameux backgrounds. À la place, pour certains décors, ils ont opté pour des espaces 3D avec des formes volumétriques simples auxquelles tu rajoutes des textures faites en 2D. Donc tu vires tout le travail de texture. Et tu restreins ces espaces au strict minimum. Ou même quelquefois pour certaines scènes, les studios ont carrément opté pour l'option de modéliser certains immeubles, certains décors en 3D. Ça reste encore très cheap, mais vu que comme dans Scud ça va vite, notre œil ne s'y attarde pas et ça participe à l'immersion de la scène. Et franchement ça a très bien marché. Qui dit espace 3D dit mouvement de caméra et là ça a commencé à être la fête. Mais on est encore très loin du niveau des plus grands films d'animation, des clips ou des plus grandes cinématiques de jeux vidéo. À côté, nos petites séries paraissent encore un peu cheap. C'est un peu comme comparer la 3D dans Pokémon Platine et la 3D dans Noir et Blanc 2. Mais du coup, comment Blue Eye Samurai arrive à se démarquer et à atteindre ce niveau? Bah c'est fou, ils se sont juste dit, on va modéliser entièrement nos backgrounds 3D en fait. On a vraiment envie que ça soit grandiose, on a vraiment envie que ça soit immersif, ça va prendre le temps que ça va prendre, on s'en fout, on n'a pas de délai, on est confort niveau budget, let's go. Et surtout qu'ils n'ont pas opté pour une direction artistique photoréaliste comme on va le voir après. Bon, en vrai finalement ils se sont quand même heurtés à la réalité, parce qu'une série de 9 épisodes allant de 43-62 minutes, c'est autre chose que simplement un film de 2h30 ou une cinématique de 2 minutes. Et bon pour le coup là c'est plus une histoire de taille que de temps. Et même là, ils se sont rendus compte que l'ensemble des décors de Blue Eye Samurai, ça allait être un petit peu trop. Malgré qu'on soit pas sur des textures photoréalistes, modéliser chaque bâtiment, chaque salle, chaque objet, ça allait être chaud. Ils en ont modélisé une bonne partie, mais après, ils ont utilisé comme tout le monde la technique du mapping. Et cela n'a pas créé vraiment de dissonance parce que comme on l'a dit, les textures de base paraissaient assez peintes. Donc ça collait à la direction artistique générale de la série. Également, cette technique du mapping est utilisée en fond pour donner cette sensation de profondeur. Il y a d'ailleurs aussi des décors entièrement peints en 2D. Donc ça se confond bien et ça crée une peinture harmonieuse. Mais si Blue Eye Samurai est capable de faire des choses comme ça, c'est pas uniquement parce qu'ils ont décidé de modéliser une certaine partie des backgrounds. Mais c'est peut-être bien dû aussi au fait qu'ils ont Jen Woo en tant que réalisatrice et storyboardeuse, qui comme on n'arrête pas de le dire est une vétérante des productions live. Qui veut dire qu'elle est habituée à storyboarder avec des mouvements de caméra. Elle est habituée à utiliser toute la magie de la caméra. Et c'est ce qu'elle va transmettre dans Blue Eye Samurai. Il y a un des storyboarders de la série qui a fait une vidéo YouTube pour en parler bien mieux que moi. Le lien sera en description, je vous encourage fortement à aller la voir. Mais si je peux vous faire un petit résumé de ce qu'il a dit, ainsi que de la sensation que j'en ai eue en regardant la série, déjà ça veut dire qu'on ne crée pas les backgrounds seulement une fois l'action terminée, voire même pire, animée, comme c'est très souvent le cas pour la plupart des séries animées. Ici on modélise les backgrounds en amont pour que les storyboarders composent leurs plans directement par rapport au décor. Ce qui est absolument game changer pour créer pas mal d'interactions avec celui-ci. Et bien sûr s'il y a besoin, vu que c'est dans un logiciel, on peut bouger, modifier certains éléments du décor ou rajouter quelque chose d'autre, pour des besoins narratifs par exemple. Et ensuite ça veut dire qu'on fait beaucoup moins de plans, beaucoup moins de cuts. Les plans sont donc beaucoup plus longs. Une des références pour Blue Eye Samurai était les films de Kubrick, mais aussi de ceux de Kurosawa et de Sergio Leone. Et ça se voit. Il n'y a qu'à regarder la scène d'intro, le timing est lent parce que les plans sont longs mais millimétrés, pour que malgré l'absence de dialogue, tu comprennes toute la scène et que ça soit classe. Et quand tu fais des plans plus longs, ça veut dire que tu dois mieux les penser, parce que fatalement, t'en as moins pour exprimer ce que tu dois dire. Chacun des plans doit être efficace, percutant. Et quand tu fais des plans longs, ça veut aussi dire que tu vas utiliser une caméra fixe qui va suivre l'action. C'est à ce moment-là que tu vas beaucoup te reposer sur le blocking ou les fameux plans séquences. Sauf que tout ça en animation, ça demande de la technicité. Parce que tout ça, ça demande à être animé. Il n'y a pas vraiment de caméra. Il faut que tu puisses l'animer à une certaine fréquence par rapport à tes personnages pour pas que ça paraisse étrange.
ou juste très chiant comme c'est le cas dans des mauvais jeux vidéo, mais que ça paraisse fluide, que ça accompagne la scène, que ça l'embellisse. Si Blue Eye Samurai fait tout ça, c'est parce que Blue Eye Samurai cherche à posséder cette élégance des plus grands films de cinéma comme on dit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une franche réussite. Je suis totalement obligé de vous glisser quelques mots sur le dernier épisode. Bien sûr sans spoil. Dans ce dernier épisode, t'as tout. T'as les bordures noires qui viennent recadrer l'image pour donner cet aspect cinématographique. T'as aussi pour l'occasion la ville d'Edo qui a été entièrement modélisée. Et donc t'as une espèce de caméra libre qui peut faire ce qu'elle veut. Couplé à ça, des compositions colorées incroyables. Et c'est parti pour du pur cinéma. Cet épisode constitue pour moi un summum en termes de qualité de production, de vision que peu de séries d'animation que j'ai vues durant ma vie ont atteint. Et ça représente bien aussi ce que cherchent à devenir quelques-unes des séries d'animation modernes, à savoir rien de moins que des films de 6 à 9 heures. Les séries historiquement elles ont toujours eu un avantage par rapport aux films, un avantage bien spécifique, qui est celui de tenir un spectateur en haleine pendant plusieurs épisodes, plusieurs saisons, et le faire languir plusieurs années pour la suite. C'est très typique des séries ça, par rapport aux films qui eux te transportent tellement loin dans leur monde, qui est tellement bien représenté, mais sur max 2 heures ou 3 pour les plus fous. Alors il y a eu des séries comme Undawn, comme What If ou comme Arcane, et maintenant Blue Eye Samurai, qui se sont dit est-ce que si on se chauffe vraiment, on peut concilier les deux? Arcane en particulier est allé vraiment loin dans son délire. Vous avez vu la photographie d'Arcane? Et d'ailleurs les mecs derrière Arcane ont passé tout le temps de la production à se demander est-ce que c'était seulement possible de maintenir ce tel niveau de qualité, ce tel niveau de cinématographie au final, pendant autant de temps? Blue Eye Samurai est totalement dans le même délire, et va même, je dirais, encore plus loin dans sa volonté d'être un long film de 9 heures. Et ça se voit à un truc tout bête. Blue Eye Samurai n'a pas de générique, ni de teasing à la fin des épisodes, ni de récap, et encore moins de eye catch. Une des principales raisons de pourquoi les séries d'animation possédaient ces gimmicks, c'est justement pour que ça soit des gimmicks qui restent bien ancrés dans la mémoire des spectateurs. Parce que tu regardais plein de dessins animés à la fois sur un temps qui était très long. Donc quand t'entendais ces quelques notes, tu te disais ah bah Inazuma Eleven. C'est un des petits moyens qu'ont les séries d'animation feuilletonnantes et épisodiques pour rester dans ta tête indéfiniment. Sauf que comme la plupart des séries Netflix et les réalisateurs de Blue Eye Samurai ne veulent pas que vous regardez Blue Eye Samurai de manière épisodique. Ils veulent que vous binge-watchiez Blue Eye Samurai. Ils veulent qu'à partir du moment où vous avez commencé les toutes premières minutes de l'épisode 1 de Blue Eye Samurai, vous alliez jusqu'à la fin de l'épisode 9 le plus rapidement possible. Comme si vous regardez un long film de plus de 9 heures. Cependant, il y a un problème, enfin plutôt une question qui m'a torturé l'esprit durant toute l'écriture de cette vidéo, et si ça fait tout ce temps que je suis en train de parler, c'était pour que vous compreniez bien le paradoxe que voici. Si Gen-Woo voulait absolument faire une série qui ressemblait à un live action, aussi réussie que soit cette démarche, pourquoi faire une série d'animation? Pourquoi avoir accepté ce rôle? Et la question peut être appliquée aussi pour les showrunners. J'ai grosso modo passé les 30 dernières minutes à vous expliquer en quoi Blue Eye Samurai était une série d'une qualité incroyable parce qu'elle ressemblait à un live action, mais quelque part ce serait presque une insulte pour le médium qu'est l'animation. Alors pourquoi? La réponse selon moi, c'est parce que l'animation a une puissance évocatrice qui lui est propre, puissance qui lui permet de raconter un certain type d'histoire avec beaucoup plus d'impact. Et ça, Gen-Woo, Michael Green, Amber Noisemi, Toby Wilson et tous les autres membres du staff en étaient bien conscients. Et c'est dans cette ultime partie qu'on va voir comment ils ont fait de Blue Eye Samurai une série animée qui met au pinacle la magie de l'animation. Et par contre, je vous jure que la partie 2 elle arrive bientôt. Croyez-moi. Je l'ai déjà enregistré, il y a déjà tout. Branchez-vous. Et regardez Blue Eye Samurai entre temps. La partie 2 elle va être géniale. On va parler de plein de séries d'animation, vous inquiétez pas. Et ça va être aussi moins long, sensiblement.